Le design, il est au centre de nos vies en permanence, que ce soit à travers les produits, mais aussi les services qu'on utilise au quotidien. Mais s'il est bien fait, il induit le mouvement. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu Lehanner, qui est un designer de renom. Son projet de fin d'études est exposé de manière permanente dans le plus grand musée du monde à New York. Il a été sélectionné pour designer la flamme olympique de Paris 2024. Et avec lui, on va parler de design organique, on va parler d'écologie, on va parler de l'invisible, qui est un sujet qui, moi, me semble essentiel dès qu'il s'agit de design. Je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour Grégory. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va pas mal, ça va plutôt bien. On va parler de design, de la simplicité du design en particulier, je crois, d'écologie aussi. Mais la première question que je voudrais te poser peut-être, c'est comment un projet d'étudiant ou de fin d'études se retrouve en exposition permanente au MoMA? Et c'est quoi ce projet? Alors comment il se retrouve au MoMA? Alors ça c'est la destinée d'un projet, ça on la maîtrise pas toujours au moment où on l'a fait, mais ce projet, c'est mon projet de fin d'études, après mes études de design qui durent, là j'en suis à 6 ans de design quand j'attaque ce projet-là, et je m'attaque aux médicaments. Avec cette envie de réfléchir sur le rapport qu'on entretient tous avec nos médicaments. Et le médicament est un objet, donc évidemment, on doit se poser la question de son dessin, de son signe. Et puis au-delà de cet objet-là, c'est un objet qui a sur nous évidemment des implications très très grandes et dans lequel on projette aussi beaucoup de promesses, d'envie, d'ambition sur ce qu'il va faire pour nous. Et donc je soumets, parce qu'il faut soumettre quand on est étudiant aux instances directives de l'école, voilà, je leur dis, je voudrais travailler sur le design des médicaments. Et je me souviens, la direction de l'école me dit, non mais monsieur Lehanner, vous êtes gentil, mais on touche pas aux médicaments en fait, parce que les médicaments, c'est fait par des scientifiques, par des chimistes, des ingénieurs, et donc je leur tiens ce même discours en disant, mais écoutez, à la fin, c'est un objet qui est produit en des milliers, millions, voire milliards d'exemplaires, avec lequel chaque être humain a une relation, et donc je ne vois pas à partir de là en quoi ça n'appartiendrait pas au champ possible, en tout cas, d'investigation d'un designer. Il me dit, écoutez, si vous êtes si malin, allez-y, bonne route. Et donc, tout le travail sur ce projet-là a consisté d'abord à rencontrer des patients, quelques-uns, mais surtout beaucoup de médecins généralistes, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le corps des patients, mais plus particulièrement dans la tête des patients. En fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui se produit comme relation entre un patient, vous, moi, votre mère, mes cousins, mes amis, etc., ou ma grand-mère, qui se retrouvent toujours face à ce médicament-là. Et dans lequel, encore une fois, on va avoir tous des relations différentes. Il y en a qui vont admettre qu'ils sont malades et qui ont besoin de se soigner. Il y en a qui vont refuser même de considérer qu'ils auraient besoin de quelque chose parce que la pathologie n'a pas d'effet ou de symptômes visibles, sensibles, de souffrance ou autre. Et donc, vraiment, reconditionner complètement la question de la relation aux médicaments. Et donc, à la fin, ça a donné lieu à une dizaine de propositions. Pour donner un exemple, par exemple, j'avais développé un antibiotique. L'antibiotique, on sait tous qu'après quelques jours, lorsque on se sent mieux, l'antibiotique a commencé à faire effet. Donc, au bout de 3-4 jours, on a tous une tendance à vouloir arrêter le traitement. Parce qu'on a aussi entendu que, que les antibiotiques, il fallait faire plutôt attention, etc. Et du coup, c'est assez mauvais en fait en termes d'efficacité parce que si vous l'arrêtez en cours de route, en général, la maladie repart de plus belle. Il faut recommencer et donc on a tout perdu. Et du coup, là, l'idée, c'était de faire en sorte que le médicament lui-même nous accompagne et qu'on sente finalement que on est en train de progresser dans le traitement et que du coup, on a une sorte dans son imagination, on sent et on visualise la maladie, la pathologie, l'infection en train de disparaître. Et en fait, ça prenait la forme faut imaginer une sorte comme un oignon, comme une succession de strates. Et en fait, on va effeuiller une strate de médicaments par jour. Il aura la consistance d'une sorte de pâte d'amande. Et donc, vous l'ingérez, vous la mâchez, vous la mangez. Et donc,
jour après jour, vous allez voir qu'effectivement, naturellement, cet oignon, ce médicament, va diminuer de taille, sa couleur va changer et qu'évidemment, on a tous sauf envie d'arrêter en cours de route parce que lorsque vous regardez même votre médicament, vous voyez qu'il reste finalement de la matière et que du coup, il resterait de l'infection. Et là, l'inspiration venait d'ailleurs directement des calendriers de l'Avent pour les enfants. Donc, c'est une sorte de calendrier où vous ouvrez une petite fenêtre par jour. Et comment on fait en sorte, finalement, par des stratégies d'objets, de rituels, d'emmener une personne, la faire avancer dans le temps. Alors, pour les enfants, c'est du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Mais là, c'est un peu les mêmes stratégies. Et puis le projet a été présenté d'abord dans une exposition au MoMA, le musée d'art moderne de New York, qui, à la suite de l'exposition, m'a dit, voilà, on voudrait acquérir le projet pour nos collections permanentes. C'est une proposition qu'on ne peut pas refuser. Et je me souviens, il m'avait envoyé une lettre assez officielle et il m'avait dit un cadeau serait vivement apprécié. Qui était une façon élégante, en gros, de dire, écoute, nous sommes le plus grand musée du monde, vous êtes un jeune étudiant dont tout le monde se fout pas mal, la moindre des choses, ce serait de nous l'offrir, parce qu'on ne va pas dépenser $1 pour l'acquérir. J'ai dit, évidemment, docteur. Bien sûr. Évidemment. Je me suis exécuté. Une petite signature. Il y a un autre projet, toujours dans le domaine médical, mais qui m'a beaucoup touché, pour les soins palliatifs. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien et c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure, enfin que les personnes qui ne te connaissent pas peut-être vont découvrir au fur et à mesure, c'est ton approche du design. Et le soin palliatif, c'est vraiment, je pense que tous les gens qui nous écoutent savent ce que c'est. C'est des espaces assez morbides par définition. Et toi, tu as essayé de le réenchanter. Tu peux nous expliquer ça ? Oui, alors c'est un projet effectivement très important pour moi. Juste une petite parenthèse, effectivement. Cette question du design, si on imagine le design comme une discipline visant à rendre les choses belles, alors effectivement, ça m'intéresse vraiment pas du tout. D'abord parce que c'est finalement pas si compliqué de rendre une chose belle ou en tout cas acceptable pour les yeux, mais ça n'a surtout absolument, en l'occurrence, aucun effet. Et c'est vrai que on entamait notre discussion avec les médicaments. Ce qui m'intéresse dans le fait de concevoir ou dessiner un objet, une chose, un espace, c'est non pas d'en faire une belle chose élégante, c'est qu'est-ce qu'elle va produire ou modifier dans mon esprit, dans mes comportements, dans mes croyances, etc. Les objets sont des signes. D'ailleurs, j'ai toujours considéré que les objets sont des potentiels médicaments, même si on n'a pas besoin toujours d'y ajouter de la chimie, mais ils modifient. Forcément, parce qu'ils existent, parce qu'ils passent par mes yeux. Ensuite, ils arrivent dans mon cerveau. Mon cerveau va confronter ce qu'il voit, ce qu'il sent, à tout un tas d'expériences accumulées et qui vont produire des choses dans notre cerveau. Donc ça, c'est effectivement la chose qui m'intéresse. Et c'est vrai que ce projet des soins palliatifs, c'était une commande du directeur de l'hôpital, hôpital des Diaconesses à Paris, dans le 12e arrondissement, et qui vient me trouver en disant, voilà, nous avons un service de soins palliatifs qui est constitué d'une vingtaine de chambres. Nous sommes un service qui est très en pointe dans ces questions-là, et c'est vrai, avec un service médical relationnel, vraiment extrêmement fin, intelligent, sensible, etc. Toute une batterie de médicaments à disposition pour calmer les très fortes douleurs, les angoisses, etc. Tout un tas de machines technologiques également pour accompagner le soin. Mais il me dit, et c'est vraiment ces mots, c'est que notre service de soins palliatifs se retrouve dans un hôpital, parce qu'effectivement, on reste dans le milieu médical. Au bout du couloir, vous avez le service d'oncologie. Et il me dit, ce qui me gêne, encore une fois, je parle à la place du directeur de l'hôpital, c'est que l'enjeu du service de soins palliatifs n'est plus la guérison. C'est plus le problème. Et donc, oui, on est dans l'hôpital, mais on ne veut pas, pour nous-mêmes, pour les patients, pour leur famille, se considérer juste comme un service hospitalier de plus sur une spécialité de plus. Et donc, il me dit, j'aimerais que tu réfléchisses à un objet, une chose, un aménagement, un espace, il ne sait pas très bien, mais qui fasse que
On sort un petit peu d'une approche absolument fonctionnelle, très technique vis-à-vis du corps médical vers le patient. Je lui dis, mais bien sûr, je vais le faire, parce une question comme celle-là, elle est évidemment très, très intimidante, mais je ne pouvais pas la refuser. Je lui dis juste, écoutez, il va juste me falloir du temps, parce qu'il y a des domaines où on peut vous solliciter pour un projet, éventuellement vous vous trompez, ou vous n'êtes pas très fier de vous, et éventuellement c'est pas toujours très grave. Dans le cas d'un service comme celui-là, en gros, la question sous-jacente, c'est quand même dessinez-nous le dernier objet que les personnes verront de leur vivant. Du coup, c'est il y a un petit enjeu, quoi. Sur les épaules, c'est un peu lourd. Donc, je voulais vraiment prendre le temps nécessaire. Et je suis effectivement revenu au bout de 6 mois les voir. Alors, entre-temps, effectivement, j'avais rencontré beaucoup de personnes du service, avec une idée assez simple, qui était d'intervenir dans chacune des chambres et d'installer dans chacune des chambres du service une sorte de fenêtre supplémentaire. Sauf que cette fenêtre-là, c'est évidemment pas de faire un trou dans le mur qui donnerait sur le jardin, mais faut imaginer une sorte de hublot qui est fixé au mur. Et ce hublot va en fait vous diffuser en temps réel ce que sera le ciel du lendemain. Donc en fait, vous allez voir cette fenêtre, un peu comme un hublot d'avion, mais 2-3 fois plus grand, et vous allez voir un ciel. Donc il se passe aussi peu de choses dans cet hublot qu'il se passe dans le ciel, parce que en gros ça bouge très très lentement, c'est des variations de gris, de bleu, de blanc, etc. Mais d'un seul coup, l'idée c'est que ça vous recontacte autant qu'il fait, potentiellement un peu autant qu'il reste aussi, mais autant qu'il fait, et avec cette idée-là que ce sera toujours le ciel du lendemain. Donc l'idée pour moi qui était derrière ça, c'était de faire en sorte que même si je ne sais pas si je serai encore là demain, j'ai toujours la possibilité, la capacité de savoir à quoi demain pourra ressembler. Donc ça, c'était la première envie, donc de mettre le patient dans une sorte d'état, pas du tout d'hypnose, mais légèrement méditatif comme ça, et puis avec cette petite défiance en disant, écoute, la mort, si tu débarques ce soir, j'aurai toujours un coup d'avance sur toi, parce que moi, je sais comment demain sera. Et puis, permettre aussi, à travers cet objet-là, que les patients puissent choisir sous quel ciel ils veulent partir. Donc vous avez des gens qui arrivent, qui sont nés à Marseille, l'hôpital est à Paris, et qui disent le premier jour, écoutez, connectez-moi sur le ciel de Marseille demain, parce que mon cœur est à Marseille, parce que j'y suis né, parce que mes enfants y vivent, etc. Et donc ça, c'était le deuxième élément du cheval de Troie de l'objet, si je peux dire. Et puis il y en avait un troisième qui était aussi très important pour moi, qui était la relation entre le patient et ses proches. Parce qu'en fait, et ça m'était raconté par beaucoup de membres du service, et le directeur de l'hôpital en particulier, qui disait... Il y a souvent une question qui est comment, lorsque vous allez visiter votre mère, votre père, votre frère, votre femme, éventuellement vos enfants, de quoi on peut parler ? De quoi on peut parler avec une personne qui ne sera plus là, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être la semaine prochaine, mais enfin, on est sur des temporalités assez courtes. De quoi peut-on parler ? Et en fait, c'est une question assez difficile parce que, en fait, on oublie tout le temps, mais on passe notre temps à discuter du futur. On passe notre temps avec nos amis, nos proches, qu'est-ce que tu fais ce soir, qu'est-ce que tu fais demain, tu vas où les vacances prochaines. En fait, on passe notre temps à nous projeter, on est constitué comme ça. Et en fait, ça crée des moments de silence très lourds et très compliqués, et où les familles elles-mêmes, d'un seul coup, ont beaucoup de mal à discuter avec leurs très proches, parce que je me dis, mais si je lui dis ce que je fais le week-end prochain, alors qu'il n'est peut-être pas, lui, vivant le week-end prochain. Et donc, l'idée aussi de ramener ce morceau de ciel, qui potentiellement venait d'ailleurs, en fait, a permis et permet de revenir dans un espèce de quotidien absolument... très normal, c'est-à-dire que vous rentrez dans la chambre, vous avez cet hublot qui diffuse le ciel de Marseille demain, et en fait il fait pas très beau. Et donc en fait naturellement la discussion c'est tu vois papa, Marseille demain c'est pas terrible. Et en fait la discussion en soi là n'a pas d'intérêt, sauf que d'un seul coup on est revenu dans un mode de discussion qui est nos modes de discussion absolument quotidiens.
Et donc, c'est un projet qui a été installé, qui est toujours en place et qui techniquement était assez complexe parce qu'en fait, c'est un grand écran de LED circulaire qui est encapsulé et qui est connecté en temps réel à tout un tas de gros sites météo mondiaux. Pour permettre de récupérer l'information et ensuite un principe d'animation va générer en permanence des ciels nouveaux. Excellent. Excellent. Et juste, je repense à une anecdote, qui m'avait été racontée quelques mois après l'installation. Une femme qui venait je me souviens plus de quel pays d'Afrique, et elle arrive dans le service, on lui installe, et donc je pense que les membres du service imaginaient qu'elle choisirait une capitale, une ville, un village, et non. À chaque journée, elle voulait un autre ciel. Et donc, lundi, elle disait aux infirmières, mettez-moi sur Tokyo. Bien sûr, madame, je vous mets sur Tokyo. Et puis 2 jours après, mettez-moi sur Los Angeles, New York, etc. Et donc, pas de problème. Les infirmières viennent avec un iPad, changent le ciel. Et à chaque fois, elles se connectent à ces ciels spécifiques et géographiques. Et la discussion faisant, en fait, une infirmière ou un infirmier demande à la femme, mais je peux changer vos ciels quand vous voulez, madame, il n'y a aucun souci, mais juste une question, pourquoi vous changez tous les jours? Et en fait, cette femme dit, en fait, parce que moi, bon, le temps qu'il fait, ça ne m'intéresse pas, même demain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon fils. Et mon fils est pilote de ligne. Et donc, grâce à votre objet, en fait, je le suis. Et voire, en fait, je sais avant lui le temps qu'il va faire. Et en fait, ça me permet de lui envoyer un petit message, un petit SMS en lui disant, écoute, mon fils, mets ton chandail parce qu'à Los Angeles, il a l'air de faire moche. Et donc, là, effectivement, la question n'est même plus sur l'objet. La question n'est pas de savoir si l'objet est bien dessiné, mal dessiné. La seule question, c'est qu'est-ce qu'un objet est parvenu à recréer et en l'occurrence, de faire en sorte que cette femme, en fin de vie, se dise, mais en fait, jusqu'à mon dernier souffle, je serai la maman. Et jusqu'à mon dernier souffle, je prendrai soin de mon fils. Donc là, dans ces questions-là, dans ces approches-là, en tout cas, le design m'intéresse. Ou à mon avis, est intéressant. Est-ce que tu disais tout à l'heure, et je pense que cet exemple c'en est un aussi, mais que le design, ça peut faire modifier des comportements. T'as des exemples de ça, ou des choses peut-être que tu as développées, ou des choses que tu as vues? Oui, je pense alors, il y a le premier qui me vient, c'est un objet que j'ai pas dessiné et conçu, j'aurais adoré, qui est, et sans doute la partie masculine de notre auditoire reconnaîtra, qui sont ces pissotières, donc destination des hommes, dans les lieux publics, dans beaucoup de lieux publics. Donc pissotières murales, blanc, céramique, etc. Et dans beaucoup d'entre elles, nous avons pu remarquer une petite mouche qui a été imprimée. Et donc c'est pas une décoration, c'est pas pour faire joli, c'est même pas pour faire une blague. Et en fait, c'est une petite mouche qui est sérigraphiée, mouche taille réelle, petit objet, voilà, petit insecte noir comme ça, imprimé vraiment au milieu de la pissotière. Et en fait, cette mouche, son rôle, sa capacité, c'est que tous les hommes, moi y compris, et toi y compris, on pisse dessus. Oui. On pisse dessus. Et on pisse même pas dessus en se disant c'est une vraie mouche et je pisse dessus. C'est qu'on a bien compris qu'elle était, au bout d'un moment, qu'elle était fausse. Puis c'est juste une sérigraphie. Mais notre cerveau, notre culture, enfin tout un tas de paramètres vont faire que je vais la viser. Et en fait, elle a été mise à un endroit très stratégique, géométriquement, de la pissotière. Et donc, si vous la visez, c'est le moment où ça évite toute forme d'éclaboussure. Et donc, ça, c'est plus propre pour tout le monde. Ça réduit les frais de nettoyage, etc., etc. Donc, c'est une chose très, très, très fine, très intelligente, très simple, et mais qui en fait plutôt que de considérer, de se dire, voilà, j'ai un problème de nettoyage des pissotières, les hommes pissent n'importe comment, c'est dégueulasse, et je vais mettre des écriteaux en leur disant ce qu'il faut faire. Faites attention. Tout un mode qui ne fonctionne pas, et on aura beau dessiner la pissotière en mettant des rabats anti-projection, rien ne marchera. Et donc, ce type d'intervention en se disant, bon, on se pose 2 secondes, on réfléchit à qui on s'adresse. On s'adresse à des hommes. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? Quels sont tous les éléments primitifs, évolués, civilisés, et tout ce travail-là, presque neuro, à la fin, arrive à la conclusion, mais vous savez quoi? On va tenter de mettre juste une mouche, et on va voir. Et ça marche. C'est fou. Et ça marche.
Mais effectivement, ça fonctionne. Et ce qui est très beau, c'est que ça n'essaye même pas de tromper le cerveau, mais ça joue avec le cerveau. C'est-à-dire qu'effectivement, et on a tous fait l'expérience, on a compris qu'elle était fausse et on la vise quand même. Et le cerveau accepte de jouer ce jeu-là. Et voir, à bout d'un moment, c'est compliqué de ne pas la viser. Parce qu'on a envie d'être des chasseurs à la fin, toujours pareil. Hein. Bah ouais, on a envie de la tuer. Et comme on chasse rien. Je t'ai aussi entendu parler d'une autoroute, si je ne me trompe pas. Et oui, dans le... Absolument, c'est un peu dans le même esprit. C'est une. Alors je sais plus si c'est une autoroute. C'est vraiment une voie rapide qui est dans le Michigan aux États-Unis. Et donc c'est une voie rapide qui longe le lac Michigan. Et elle est droite, elle est large, elle est longue, elle est belle. Et il se trouve que au bout de cette grande route, il y a un virage qui est une sorte de virage à 90 degrés quasiment. Et en fait, ils ont eu des gros problèmes d'accidents de voiture parce que grande route très belle, le lac à droite, des bâtiments qui défilent à gauche, grosse voiture américaine, et donc les gens accélèrent et finalement n'arrivent pas à freiner assez vite avant de tomber dans le lac au bout lorsque la route tourne à 90 degrés. Et ils se sont posés beaucoup de questions, ils ont fait beaucoup de tests, de radars, de machins, de présence policière et autres. Rien n'a vraiment fonctionné jusqu'au moment où ils ont fait un système où ils ont dessiné, ils ont peint des bandes, un peu comme un passage piéton, mais pas perpendiculaire à la route, dans le sens de la route. Et en fait, ils ont fait en sorte que ces bandes-là vont progressivement se rapprocher les unes les autres. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes en voiture, vous passez au-dessus de ces bandes, ça crée une sorte de rythme visuel, et puis sans que vous en rendiez compte, parce qu'elles sont peintes de cette manière-là, les bandes se rapprochent, et donc vous avez l'impression en fait que vous êtes en train d'accélérer. Et ça n'est qu'une impression, vous n'accélérez pas, sauf que visuellement, vous pensez que vous accélérez. Et comme vous pensez que vous accélérez, ou vous ressentez l'accélération, vous n'avez pas besoin d'accélérer vous-même. Et que du coup, naturellement, vous arrivez au bout du virage, votre voiture n'est pas à 100 miles par heure, mais elle est à 60, et là, vous pouvez prendre votre virage. Donc, tout ça sont des choses très, je trouve, absolument passionnantes parce que, encore une fois, elles se reposent continuellement la question de « mais à qui je m'adresse ?» Et s'adresser à un enfant, à un homme, à une femme, à tel âge, nécessite toujours de comprendre à qui on parle. Mais c'est comme ce qu'on fait finalement tous les jours. Et le médecin qui parle à son patient, il ne va pas tenir le même discours à quelqu'un qui est convaincu d'être malade, à un autre qui refuse d'admettre de l'être. Donc on passe notre temps, nous, à s'adapter. Et il y a toujours eu cette façon de faire que dans le design, dans l'architecture, dans l'urbanisme, on fait en sorte qu'on s'adresse un peu de façon bête et méchante à une sorte de moyenne. J'aime les choses plus... Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça induit le mouvement, en fait. Ce que tu décris, c'est à chaque fois, ça induit un mouvement, que ce soit la prise d'un médicament ou que ce soit le fait d'être dans une voiture. C'est ça que tu appellerais le design qui est centré sur les humains? Parce qu'en fait, c'est un peu ton grand... ou ton angle, vraiment. Le fait de designer des produits ou des expériences, peut-être, qui sont centrés sur l'humain? Alors, le design, en général, effectivement, s'adresse plutôt à des êtres humains. La question, c'est l'être humain, il y a différentes façons de le concevoir. Ou on considère effectivement, c'est un consommateur, on évalue plus ou moins son pouvoir d'achat, à combien on pourra lui vendre, etc. On crée des cibles, on crée des groupes consommateurs, etc. Ce que le marketing sait très bien faire. Soit on essaye de rentrer un peu plus à l'intérieur et essayer de voir ce qui se passe réellement dans le corps, dans le cerveau, etc. Et c'est là où je crois qu'il y a des réponses qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus justes, beaucoup moins attendues. C'est la mouche dans la pissotière, c'est les bandes peintes sur la route, qui sont pour moi effectivement qui sont mes objets de design préférés parce qu'ils ne s'adressent plus à la fin qu'à vos yeux, tout simplement. C'est pas juste c'est joli, c'est bien dessiné, ça va être joli chez moi. C'est parfois la chose existe sans même que vous vous en rendiez compte.
la petite mouche, personne ne sait qui l'a dessinée et ça n'a aucune importance. Et les bandes blanches sur la route dans le Michigan, je ne sais pas qui a eu l'idée géniale de ça. Et peu importe, sauf qu'a priori, l'un et l'autre ont eu des vrais impacts sur le. Ça, on sait pas. Je pensais qu'on savait qui étaient les designers de ces. En particulier de la mouche, quoi, parce qu'elle est tellement Non, partout. parce que je crois que la mouche, elle vient vraiment d'ingénieurs de chez Duravid, qui est un des géants allemands de la céramique, de salle de bain et sanitaire. Mais c'est des choses, effectivement, c'est assez compliqué de savoir de quel cerveau c'est sorti. Ok. C'est pas signé. Mais heureusement qu'ils l'ont pas signé, parce que sinon on aurait pissé sur la signature et pas sur la mouche. Parfois, il y a des signatures, mais elles sont en haut, donc ça, ouais, c'est accessible. Hein, on n'arrive jamais, on essaye, mais on n'y arrive pas. En fait, dans ton travail, j'ai l'impression que tu designes ce que je dirais l'invisible, quelque part, l'air, le temps. Est-ce que tu pourrais nous prendre des exemples de produits et nous expliquer l'importance pour toi de l'invisible? En fait, cette question de l'invisible, c'est que lorsque vous créez une chose, mais c'est vrai aussi parfois avec une œuvre d'art, sauf que l'œuvre d'art, vous ne pouvez pas vraiment la toucher, mais en général. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est face à face, on est chacun sur une table. Je mets un verre en face de moi. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de le prendre ou pas le prendre? Donc la question, c'est pas... Quand je parle de design invisible, c'est pas juste l'être humain, c'est pas juste l'objet, mais ce que j'essaie toujours de dessiner, c'est ce qui est entre les deux. Qu'est-ce qui fait que je vois la chose? Qu'est-ce qui fait que dans la pléthore d'objets qui nous entourent, et d'informations et de milliards d'informations reçues visuellement, auditivement par jour, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines choses qui vont être saillantes? Qu'est-ce qui fait que cette petite chose saillante qui a retenu votre attention un quart de seconde, ensuite vous avez envie de vous en approcher, en savoir plus, éventuellement de la toucher, éventuellement de la prendre dans vos mains, éventuellement de prendre le verre et de le porter à votre bouche pour boire l'eau qui contient. Et donc, c'est cet entre-deux, en fait, qui est vraiment intéressant à dessiner. C'est la maman qui projette effectivement comment elle reste une maman avec son fils qui est à l'autre bout du monde. C'est le patient avec son traitement qui doit jouer de ses ressentis et qu'est-ce qui fait qu'il veut prendre le médicament ou ne pas le prendre, qu'est-ce qui fait qu'il le comprend ou ne le comprend pas. Donc c'est vraiment cette relation d'amour, d'amitié, de confiance, de respect, de collaboration entre une chose et un individu. Donc c'est cet espace vibratoire qui est entre les deux, qui convient vraiment de dessiner. Et donc évidemment, on va se poser à un moment la question de comment je vais le dessiner, comment je vais le concevoir, quelle forme je vais lui donner, quelle échelle je vais lui donner pour créer la relation que je veux créer. Et tu as des exemples, moi j'en ai en tête, en particulier tu as une salle de réunion que tu as designée comme ça. Peut-être tu peux nous expliquer cet exemple-là, mais il y a plein de choses finalement que tu as fait. Alors je pense que tu parles de la salle de réunion dans des hôtels. C'est ça. Oui. Ouais. Oui, ça c'est un bon exemple. Donc ça, c'est une grande chaîne d'hôtels donc ces grandes chaînes d'hôtels ont souvent des salles de réunion ou de séminaires qui leur permettent, ou à des gens qui ne viennent d'ailleurs que faire des séminaires dans ces espaces-là, etc. Qui sont en général des lieux tristes à mourir, avec un paperboard, une grande table, des chaises en sky et quelques prises sur la table. Et donc, c'est pareil. Alors, j'aurais pu me dire, je prends ma feuille et puis comment je peux faire une jolie table ou une jolie chaise. Bon, ok. Mais tout le monde s'en fout pas mal et ils auraient raison. Donc, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait et j'ai interrogé aussi, effectivement, les gens qui opèrent cette salle-là. Et ils me disent en fait ce qui se produit souvent, et on l'a tous vu si on a assisté à des grandes réunions, conseils d'administration ou choses un peu formelles. Au début, tout le monde est bien assis face à la table, très concentré, plutôt le buste un peu en avant, les coudes sur la table, etc. Voilà, prêt à écouter, éventuellement à intervenir. Et puis au fil de la réunion, ce qu'on a tous tendance à faire,
par paresse, par timidité, parce qu'on a voilà, c'est qu'on se met sur le dossier de sa chaise, on recule et puis finalement on prend son téléphone discrètement, on le met entre ses jambes, légèrement sous la table, et puis nos yeux alternent, un regard en haut, un regard en bas, un regard en haut, et puis en gros on est voilà, c'est bon, on est sorti, et là des choses peuvent être dites, des décisions peuvent être prises, et vous n'êtes plus dans le jeu, quoi. Et donc je voulais trouver une façon finalement de faire en sorte que d'induire peut-être pas un comportement, mais en tout cas une posture qui fait que je suis là et je vais rester dans le game. Et en fait, j'ai été prendre l'inspiration dans les salles de poker. Je suis pas joueur moi-même, mais j'ai vu plusieurs fois. Et sur les tables de poker ou de jeu, vous avez souvent ce petit boudin qui est autour de la table, ce boudin un peu comme un coussin, quoi, et qui permet en fait tout simplement d'amener un peu de confort sur les avant-bras lorsque vous êtes posé devant, vous avez vos cartes dans la main. Et évidemment, dans le poker, vous êtes plutôt concentré parce que il y a un peu d'enjeu, en tout cas financier. Et là, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que sur cette grande table de réunion, on est venu ajouter un très léger boudin de confort. On a réduit en hauteur le dossier des chaises. On a enlevé le confort des dossiers pour le mettre sur la table. Et que pour tout simplement, dans votre comportement, mais sans que vous ayez même besoin d'y réfléchir, sans que vous ayez même besoin de penser ça a été fait pour ça, évidemment, votre corps, il va vers le confort, et le confort, il est devant vous. Donc du coup, vous êtes revenu dans le jeu, vous avez participé, vous avez pris des décisions, et vous êtes sorti de la réunion, elle était sans doute plus intéressante que vos SMS. Une question qu'on se pose naturellement, et je sais que tu te la poses aussi, c'est que on sait qu'on a beaucoup trop d'objets. En fait, la réalité des crises, en particulier climatiques, mais pas que, on va dire, crise du vivant de manière générale, c'est la production d'objets. Et le fait d'avoir des objets qui, en particulier, sont jetables, ou en tout cas qu'on ne garde pas. Pour toi, en tant que designer, c'est quoi ton rapport avec l'écologie, et plus spécifiquement peut-être la pollution Alors, effectivement, c'est le gros paradoxe de ce métier, c'est-à-dire que on est poussé comme une sorte par une pulsion interne, mais aussi parce que c'est finalement un des enjeux de notre métier, à proposer des choses qui doivent être ensuite produites et qui en général sont vendues et qui probablement finiront jetées. Et parfois d'ailleurs, on nous dit produis-moi un truc qui est écologique. Et donc on a envie de dire écoute, j'ai peut-être une idée, c'est peut-être que je vais pas le faire, ou qu'on va éviter de le faire. Donc effectivement, c'est une question qui est absolument récurrente et qui implique de la poser et de se la reposer à chaque fois qu'une demande est faite. Chaque objet n'a pas vocation à exister. Chaque idée n'a pas vocation à être produite. Surtout qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire potentiellement exister des idées sans avoir besoin de les produire. Et parfois de la faire exister, même s'il n'y en a eu qu'un exemplaire ou qu'une seule image. Là, nous avons parlé des médicaments. Tu les as sans doute pas vus, les médicaments. Et ils sont dans une vitrine au MoMA, et voilà, que les visiteurs les ont vus. On les a vus en images, mais finalement, on peut en parler. Et moi, je reçois d'ailleurs des messages aujourd'hui encore de médecins qui me disent cette approche nous intéresse, etc. Donc, et on n'a pas besoin de les produire par millions. J'aurais rêvé en me disant ça aurait été une solution. Mais chaque idée n'a pas besoin d'être produite. Ensuite, pour une chose où on décide de la produire, de la fabriquer, naturellement se pose à chaque étape de la conception du matériau utilisé, de la provenance, de la démontabilité. Mais ça, c'est une chose qui, en tout cas chez les designers, est intégrée quand même depuis quelques décennies presque. Donc qui a pris beaucoup d'écho dans le grand public, et à juste raison. Mais dans les personnes qui conçoivent, sont des choses qui sont intégrées. Là, on est en train de travailler très activement sur les futures torches olympiques pour Paris 2024. Sur le travail sur les torches olympiques, il faut bien imaginer qu'il y a plus d'une... Donc moi, je m'occupe de les dessiner, de les concevoir, mais il va y avoir à la fin plus d'une centaine de personnes impliquées
pour dessiner, penser, concevoir, fabriquer des objets comme ça. La question de la matière, sa provenance, sa consommation énergétique, sa démontabilité, son optimisation, sa modularité, sont des choses qui traversent toutes les discussions en permanence. Ça, je peux vous le garantir, en permanence. Côté designer, qui va s'attacher à ce que son idée existe la plus intacte possible à la fin, mais les gens qui vont produire, les gens qui vont distribuer, les gens qui vont impacter, etc. Donc c'est vraiment des choses qui, dans la conception maintenant, et encore une fois depuis maintenant de nombreuses années, qui est vraiment intégré. Bon, et parallèlement à ça, moi, c'est vrai que j'ai, à une époque, j'ai pas mal travaillé pour des marques, pour dessiner tout un tas de choses. Aujourd'hui, je fonctionne davantage comme une marque qui développe ses propres pièces, ses propres produits, et où là, on s'est mis très volontairement dans une logique de choses qui sont faites quasiment en pièces uniques, à la demande, à la commande, où on maîtrise absolument la totalité des process. Et qui sont là, pour le coup, des objets qui dureront bien plus longtemps que nos vies respectives. Et qui est aussi une chose qui m'intéresse. Et qui est peut-être surtout une chose qui m'intéresse. Sur des questions, évidemment, écologiques, mais pas que. Sur les questions de se dire à un moment... Et ça, moi, j'avais ressenti ça quand j'avais fait j'avais une commande pour refaire le chœur d'une église romane du XIe siècle, qui était patrimoine de l'UNESCO, et refaire totalement le chœur de l'église. Et donc, dans mes discussions avec mon commanditaire, qui était le curé de l'église, il m'avait mis dans un rapport au temps en disant « mais peut-être qu'on verra pas le projet fini, mais ça n'a pas d'importance, les premières pierres de l'église datent du XIe siècle ». Et en posant cette chose-là dans l'église, moi, j'ai eu conscience aussi que l'intervention durerait infiniment plus longtemps que ma vie, peut-être celle de mes enfants, et peut-être même celle de mes petits-enfants. Et sans même qu'il soit question d'écologie, cette dimension de s'inscrire dans un temps qui nous dépasse totalement, est une chose qui m'intéresse intellectuellement et qui, évidemment, a des répercussions sur la façon de concevoir et naturellement de l'énergie consommée pour concevoir et de la durée de vie d'un objet. Mais là encore, on reste dans l'invisible finalement. Et pour rester dans l'invisible et pour continuer sur cette histoire d'écologie, toi, tu t'es quand même beaucoup intéressé finalement à la pollution sonore, à la pollution de l'air à l'intérieur des maisons. Tu peux nous expliquer ça aussi? Parce que c'est des choses qui sont intéressantes, on n'y pense pas nécessairement. C'est aussi de l'invisible, la pollution de l'air à l'intérieur de la maison, pollution de c'est totalement de l'invisible. En fait, ça venait justement de le fait de ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'essayer de comprendre à qui je m'adresse et non pas considérer l'être humain comme un consommateur et une cible marketing, mais se dire mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, donc je me suis entouré de vrais spécialistes. Et effectivement, et à un moment, je me suis posé la question de l'air que nous respirions. Et on m'a confirmé que dans 80, et c'était déjà il y a 10-15 ans, dans 80 ou 90% des cas, le taux d'oxygène de l'air que je respire est trop bas. Trop bas. Donc en gros, dans 90% des cas, je respire un air qui est toujours trop pauvre en oxygène par rapport à ce que naturellement, primitivement, je dirais, physiologiquement, j'ai besoin. Mes ventricules pulmonaires ont besoin pour être, voilà, pour que tout circule bien. Ça se voit pas. Ça se voit pas, j'en ai aucun signe. Moi, je me dis, pourtant, j'ai l'impression d'être en bonne santé, je respire bien, bon, ça va. Donc là, on est dans l'invisible absolu. Et avec cette autre donnée que je découvrais à ce moment-là, ce qui était que nos espaces intérieurs sont infestés d'éléments chimiques et pétrochimiques qui constituent en fait les matériaux. Là où on se parle, dans un studio, j'ai une table devant moi qui est recouverte d'une sorte de couche qu'on appelle de mélaminé, qui est une résine. C'est une résine qui vient de la pétrochimie. Et en fait, cette matière-là, qui me semble absolument neutre, en fait, elle respire. Je ne le vois pas, mais elle est en train de diffuser un gaz. Et même si elle a été produite il y a 10 ans, 20 ans, elle va continuer à diffuser ce qui la constitue. Qui est une sorte de fantôme chimique des objets, comme nous, c'est pareil. Nous, on diffuse une chaleur, on diffuse une odeur. Les objets, c'est pareil. Donc, ils diffusent ce qui les constitue. La moquette qui est par terre,
Elle est sûrement inifugée pour des raisons évidentes de sécurité. L'inifugation, elle ne peut pas se faire aujourd'hui sans mettre des produits chimiques. Et donc, en fait, on vit dans des espaces intérieurs qui sont infestés de tout un tas d'éléments, des benzènes, des trichloroéthylènes, des formaldéhydes, etc., dont on sait aujourd'hui, l'OMS les a classés comme cancérogènes certains, donc qui est vraiment le top du top dans le classement de la dangerosité. Et on n'a pas grand-chose pour y faire face. Et donc, je m'étais intéressé à la façon dont on pourrait nettoyer, purifier ces éléments-là. Et en fait, il se trouve que la NASA s'était posé cette question-là, l'Agence spatiale américaine, pour les vols spatiaux. Même dans les années 80, ils ont commencé à travailler là-dessus, en se disant, mais en fait, l'astronaute supporte très bien l'absence de gravité, ou pas trop mal en tout cas, mais en fait, il respire beaucoup trop d'éléments plastiques, d'éléments chimiques, parce qu'évidemment, la capsule spatiale est surtout constituée de ces matières-là. Et donc, ils ont travaillé sur l'efficacité des plantes et comment des plantes ont la capacité, à partir du moment où on les optimise, si je peux dire, de nettoyer naturellement cette air-là. Et donc, j'avais développé un petit objet qui ressemblait un peu à une petite serre qui s'appelait Andrea, qui était le nom de mon fils qui venait de naître à ce moment-là, parce que je me projetais déjà dans le futur. Et où, en fait, le système, c'est que l'air va rentrer et se mettre en contact avec les feuilles de la plante, mais c'est pas vraiment les feuilles qui font le job. C'est surtout la partie invisible de la plante, j'ai envie de dire, qui est vraiment efficace, qui sont les racines et la terre qui est autour des racines. Et en fait, on va forcer l'air à traverser ces éléments-là à la bonne vitesse, au bon endroit. Et les plantes ont la capacité, en fait, de métaboliser, de casser les molécules toxiques et de faire en sorte de nous restituer un air qui est beaucoup plus respirable. Et donc après, se posait vraiment aussi la question, et c'est là où le design est aussi intéressant, c'est de quelle manière il faut du coup dessiner l'objet pour que, en gros, j'ai envie de le mettre non pas collé dans le coin de chez moi comme un radiateur ou un truc de clim un peu vilain, mais essayer de faire en sorte que l'objet devienne une sorte d'animal domestique d'un nouveau type, je le reconnais, mais où j'ai plutôt envie de le mettre près de mon bureau, dans mon salon, etc., pour qu'en gros, il me nettoie l'air là où je vis. Donc c'est sûr que ces notions de là-dedans, effectivement, on y retrouve l'invisibilité que tu évoquais, mais aussi d'un seul coup de passer l'enveloppe. C'est-à-dire que le rapport que je vais avoir avec cet objet-là, c'est pas juste que je le trouve beau ou laid, doux ou rugueux, c'est que, en fait, ce qui va diffuser, je vais vraiment l'ingérer, je vais le respirer. Donc ça, c'est assez fascinant de produire des choses où d'un seul coup, vous passez la barrière de votre non pas interlocuteur, mais votre user. Et tu as aussi bossé sur la pollution sonore, qui est aussi un élément qu'on ignore complètement, parce qu'en fait, la pollution sonore, finalement, on la ressent parce que ça nous fatigue, mais sans vraiment... Là, on est dans un studio, donc on n'a absolument aucune pollution sonore, justement. Ouais. Mais en fait, elle nous travaille au corps, en fait, cette pollution sonore. Elle nous travaille vraiment au corps. Elle nous travaille vraiment au corps, et ça, c'est une vraie pollution, et dont... alors qui se mesure, mais c'est vrai mais culturellement, c'est une pollution à laquelle on n'est pas encore, en tout cas absolument sensible. Et je m'étais intéressé à ces questions-là, et donc se posait effectivement la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met un casque ? Est-ce qu'on met des barrières anti-bruit ? C'était toujours un peu décevant parce que du coup, la protection que vous créez pour vous protéger d'un son, elle vous coupe aussi évidemment relationnellement de la personne qui a un truc sympa à vous dire. Ce qui est un peu dommage. Donc, et donc là, c'est un peu tout ce qu'on se dit, c'est que je me suis dit, alors, rentrons à l'intérieur de l'être humain, et qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il se trouve que le cerveau a des sons qui lui sont assez confortables, assez doux. Et il se trouve que ces sons-là, on a des acousticiens près de nous, c'est ce qu'on appelle le bruit blanc, entre autres, et le bruit blanc, c'est toutes les fréquences, alors les fréquences, vous imaginez un électrocardiogramme comme ça, c'est les fréquences sonores, mais qui sont en gros mis toutes à la même intensité. Et donc ça fait un pshhh, voilà, un son. Esthétiquement, on va pas dire que c'est super mélodieux, quoi, sauf que ce son-là, finalement, crée une sorte de matelas sonore pour votre cerveau. Et en fait, il se trouve que si vous écoutez du bruit blanc, tous les autres sons, le marteau-piqueur, la perceuse, l'enfant qui crie, le chien qui aboie, etc.,
Vous pourrez les entendre évidemment, sauf que votre cerveau va plutôt décider de se focaliser sur ce sort de son d'ambiance et se reposer dessus. Et en fait, l'objet que j'avais proposé, c'était un diffuseur de bruit blanc. C'était une petite boule qui était faite pour être posée au sol et avec des capteurs. Donc, dès qu'elle sent on a atteint des degrés de décibels un peu trop importants, elle va se déplacer toute seule, comme un ballon, parce qu'on a un petit système un peu robotique à l'intérieur. Elle roule et elle va diffuser le bruit blanc pour créer justement ce matelas. C'est marrant parce que en travaillant là-dessus, moi je venais d'avoir des enfants et donc je travaille sur le bruit blanc avec des spécialistes de la question, etc. Ils m'expliquent un peu les effets et je me revois, je suis en train de changer un de mes enfants qui doit avoir quelques mois et pendant que je change sa couche, il me hurle dans les oreilles. Et donc il a quelques semaines à peine. Et je me revois en train de dire et en fait, ce que j'ai toujours cru, et je pense qu'on a tous toujours cru, c'est que le fameux chut, qui est assez transculturel, que le fameux chut qu'on a toujours pris pour un élément de communication, qui consistera à dire « mon petit, fais moins de bruit » ou « mon grand, fais moins de bruit », en fait, à mon avis, n'est pas un élément de communication et une barrière qu'on se crée, et c'est-à-dire qu'on se crée un bruit blanc, parce que le chut, c'est vraiment un bruit blanc. Et c'est assez intéressant parce que d'après ce que j'avais même regardé, c'est que, alors j'ai pas poussé une étude très approfondie, mais que autant le cri du coq, vous changez de territoire, le cri du coq il change totalement, autant le chut, vous allez à n'importe quel point du globe, en fait, on reproduit tous le même bruit blanc parce que c'est ces fréquences que j'évoquais, mais donc c'est assez, je trouvais assez émouvant. Si tant est que cette théorie tienne la route, mais je pense qu'elle se tient. Je demanderai à mes amis acousticiens, mais je pense qu'elle se tient parce qu'effectivement, on vous rendez compte que souvent même vous augmentez votre volume de chut si le son augmente. En fait, vous créez cette barrière sonore, invisible, on y revient, mais hautement efficace. Une question que je vais te poser, enfin il y en a deux au moins que j'ai en tête, c'est le rôle de la technologie dans le design. Peut-être pour commencer. Et ensuite, on parlera de ton rapport à la nature, mais d'abord le rôle de la technologie. La technologie, pas dans tous les projets, mais je l'inclus beaucoup, ou je l'ai beaucoup inclus. Là où je veux toujours être vigilant, c'est de la faire disparaître. La technologie, aujourd'hui, elle ne fait plus rêver personne. Elle a perdu toute dimension même de magie, parce qu'effectivement, on part du principe même que tout est absolument possible technologiquement, donc effectivement, on n'impressionne plus personne et on fait rêver personne avec ça. Néanmoins, elle a un potentiel de résolution, de compréhension de son environnement, de traitement de l'information d'un environnement qu'elle a reçu, qu'elle analyse, qu'elle synthétise, et elle est capable de réagir. Donc elle fait des principes d'action-réaction comme ça, beaucoup mieux qu'une mécanique qui serait capable de le faire. Donc, et souvent à des dimensions très réduites. Donc, elle est un élément absolument majeur. Moi, je veux toujours la considérer comme une matière supplémentaire. Vous avez le bois, vous avez la pierre, vous avez le métal, et vous avez la technologie. Elle est ni au-dessus ni en dessous, elle est un élément de la palette, non pas de peintre mais de designer, qu'on va utiliser. Mais je veux toujours la faire disparaître. Et si on revient au projet que tu évoquais de soins palliatifs, c'est bardé de technologie. Dans la pièce, c'est bardé de technologie. Et je pense que si on allait cet après-midi interroger les passants du service de soins palliatifs et qu'on leur demandait de réagir sur cette pièce qui s'appelle « Demain est un autre jour », je pense que personne ne parlerait de technologie. Parler de leurs enfants, du temps qu'il fait, du temps qui reste, de leurs angoisses, de tout ce qu'on veut. Donc, lorsqu'effectivement l'objet arrive ou à se faire disparaître pour n'être qu'une relation, et la technologie dans l'objet, effectivement, n'être qu'un moyen, là, elle m'intéresse. Elle n'est qu'un outil. Est-ce que c'est la technologie, pour rester sur ce sujet de l'écologie, qui pourrait nous faire... je crois que je t'ai entendu en parler, mais je ne sais pas si c'était précisément ça. Par exemple, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, évidemment, avec la crise en Ukraine et du prix de l'électricité. Mais ce qu'on a sur les compteurs, c'est finalement des kilowatts qui sont
un élément que personne comprend. En tout cas, moi, je ne comprends rien. Au kilowatt, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi ils ne le transforment pas en euros? Tu vois, que ce serait quand même beaucoup plus facile à lire, de dire, ah bah tiens, et ça m'inviterait à réduire ma consommation, plus que d'avoir des kilowatts qui passent. Tu as raison. Ça a été, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé sur ces sujets-là il y a quelques années avec Schneider Electric, pour qui il m'a demandé de dessiner comme ça tout un tas d'éléments domestiques pour effectivement prendre de l'information énergétique et la restituer. Parce qu'on parlait d'invisibilité, mais ça, c'est vrai que, alors aujourd'hui un peu moins, mais il y a quelques années encore, il y a du courant, effectivement, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va, il y a de l'eau, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas d'où elle va, mais c'est super, c'est pratique, ça me chauffe, ça me déshydrate, etc. Ça m'hydrate. Ensuite, la conversion en information, je sais qu'à l'époque, c'était envisagé. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu as des applis qui le permettent. Mais c'est sûr que c'est toujours la même question, c'est qu'est-ce qui fait que la proposition de design, de technologie, d'interface a véritablement envie d'être communicante. Peut-être que c'est pratique pour l'instant de laisser en kilowattheure parce que effectivement personne ne comprend, personne n'a aucune idée de ce à quoi ça représente, mais évidemment qu'une conversion plus tangible nous permettrait de davantage agir dessus, ça c'est sûr. De la même manière, tu vois, on pourrait imaginer dans les voitures un compteur de CO2, parce que pareil, la pollution que tu génères avec ta voiture, pour les voitures qui sont à essence évidemment, enfin, quoique les voitures électriques, elles consomment aussi. Hein, mais en fait, cette pollution, elle est complètement invisible. C'est-à-dire que les gaz qui sortent de la voiture, oui, personne ne les voit. Enfin, je veux dire, et il n'y a pas de compteur de CO2 sur une voiture. Et c'est sans doute une volonté des constructeurs. Mais c'est sans doute une volonté des constructeurs. Après, ils pourraient aussi le faire de façon différente en disant éventuellement montrer le CO2 qui n'a pas été consommé. La meilleure énergie, on sait que c'est celle qui n'a pas été consommée. Ah bon. Mais quand bien même on nous donnerait d'ailleurs des grammages ou des kilogrammes de CO2, c'est un peu comme les kilowattheures, oui, on ne saurait pas trop quoi en foutre. En tout cas, pas bien les sentir. Donc il faudrait aussi trouver un autre mode de conversion en disant ça correspond à je sais pas quoi, tant d'arbres, tant de plantes, tant de mètres carrés de terrain cultivable. Mais effectivement, l'enjeu c'est toujours de donner des clés. C'est toujours ça à la fin la chose, c'est quelles clés je donne pour que chacun veuille participer. Le projet des médicaments qu'on évoquait, mon but caché, c'était que le patient participe. Que le patient comprenne et qu'il participe. S'il participe, il fait moins de conneries. Il prend les médicaments au bon moment, il n'arrête pas au mauvais moment, il n'en prend pas trop, etc. Quand on parle de la table de poker, le but, c'est que les personnes participent, soient acteurs de ça. Lorsqu'on met un écran soins palliatifs, c'est que le patient participe, mais sa famille participe. Donc, il y a toujours cette dimension de comment je fais en sorte que même si à la fin je conçois des choses qui sont vendues, données, transmises à des gens, ce que j'essaie de faire, c'est que ce soit aussi une invitation pour eux à participer. Donc moi, je fais un pas vers eux, c'est comme si je faisais un pas vers eux, et eux font un pas vers moi. C'est ça le truc de la mouche. J'y pense en parlant, mais c'est ça le truc de la pissotière. C'est que si la pissotière créait finalement des parois anti-projection, etc., c'est en gros dire, moi, fabricant de sanitaire, je vais gérer, toi, t'as pas à participer, tu pisses comme t'as toujours pissé et basta. Là, c'est pas ça, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est, je vais faire le minimum, je fais un pas vers toi, je te mets un petit jeu, je te mets une petite mouche, et l'autre pas, c'est toi qui le fais. Et c'est toujours là que ça gagne. C'est toujours là que ça gagne. Et c'est vrai en médecine, c'est vrai dans des sanitaires, c'est vrai en politique. C'est qu'à chaque fois que, pour des raisons stratégiques ou involontaires, mais on empêche, on freine, on oublie de faire participer, c'est là que les gens font des conneries, dans tous les domaines. Donc, c'est vrai que si le design peut avoir une action intéressante, c'est de jouer de cette participation-là. Et elle peut être effectivement visible ou invisible, elle peut être physiologique, elle peut être ressentie, elle peut être absolument active, elle peut être intellectuelle. Mais c'est toujours une façon de se dire, voilà, je fais un pas vers toi, mais ça va marcher si toi, tu fais un pas aussi.
Et c'est fou parce qu'en fait, très peu de produits sont designés comme ça, j'ai l'impression. Il y a un invité un Italien, qui m'avait donné un exemple de design comme ça il y a très longtemps, qui lui était plutôt sur l'écologie, où sur une douche, ils avaient mis simplement un compteur d'eau. Et ça permettait potentiellement de faire des jeux dans la famille pour savoir qui consommait le moins d'eau. Et en fait, bêtement, par un simple truc de design aussi, tu fais un jeu qui réduit la consommation d'eau, et en fait, tu réduis ta consommation d'eau. C'est très efficace. C'est très efficace. Et toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on ne le voit pas du tout, alors qu'en fait, moi, je crois vraiment au rôle du design des produits dans la réduction de la consommation. Bien sûr, mais tous ces aspects-là vont pas... où la technique, la technologie, l'ingénierie ne suffira pas à ça. Donc, ça va fonctionner si, effectivement, il y a une participation. Et cette participation-là, elle ne peut pas être... Si elle est imposée ou coercitive, on voit bien, alors en France, j'en parle même pas, mais même à l'échelle du globe, ça va pas prendre, ça prendra pas. Donc, on doit trouver des stratégies. C'est du jeu, c'est de l'implication, c'est de la partie. Et là, ça prend. Effectivement, et ce truc de consommation d'eau, moi, si tu me mets une minuterie d'eau dans ma douche, je dis moi, mais n'importe qui d'entre nous, et pour économiser l'eau, au bout d'un moment, foutez-moi la paix, je suis même pas rincé, je relance, je vais démonter ta minuterie, je vais trouver une façon de faire passer en parallèle, et voilà. Mais ne serait-ce que pour dire, laissez-moi ma liberté, machin, laissez-moi. Si ça devient un jeu, si ça devient une micro-compétition entre mes enfants et moi, si ça devient du coup un petit support effectivement de discussion, ah ben là attends c'est un jeu, ok bien sûr je participe, ah ben non mais là ok. Donc et c'est pas la technologie qui fait ça, la technologie elle peut faire du jeu ou de la coercition, elle sait faire les deux, elle fait ce qu'on lui demande en gros. Donc mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer et c'est vraiment là où selon moi le designer est un acteur très intéressant. Parce qu'en gros, le designer, son expertise, s'il en a une, ce serait de sentir ce qui se passe dans l'esprit d'une époque ou d'une population ou d'un moment et de se dire, voilà, tel signe, telle chose va réagir, résonner, va rentrer en relation intéressante avec cet esprit du moment. Donc, si on laisse que les ingénieurs faire, il va rien se produire. Si on laisse que les artistes faire, je vais me faire des copains aujourd'hui. Non, mais le designer, il a le cul entre deux chaises, volontairement. Mais du coup, il peut reconnecter des choses qui, on n'avait pas imaginé, étaient absolument connectables. Et il y a un dernier thème que je voulais aborder avec toi, c'est ton rapport à la nature. Parce qu'en fait, tu fais du design que moi j'appellerais organique. Je ne sais pas si c'est moi qui dis ça comme ça, mais parce que tu fais des vagues en marbre, tu as fait une flamme également solide. C'est quoi ton rapport à la nature? Pourquoi tu utilises des formes organiques comme ça? En fait, j'utilise... il y a plusieurs choses. Moi, je prête une efficacité, une intensité, une puissance aux objets qui fait en sorte que pour moi, ce sont des potentielles choses vivantes. On évoquait effectivement qu'ils sont en train de respirer là pendant qu'on se parle. Ils agissent sur nous. Donc, ils ont un potentiel de puissance. Et comme ils ont un potentiel de puissance, ils ont un potentiel de vie. Ils ne peuvent pas être inertes s'ils sont puissants. Et du coup, c'est vrai que j'ai un réflexe de souvent les dessiner de telle sorte que on sent qu'ils sont encore un peu vivants. Mais finalement comme un arbre qui, si vous le regardez, il vous paraît absolument immobile, mais vous revenez 10 ans après, en fait, vous avez vu qu'il n'était pas immobile. C'est juste qu'il avait un mouvement qui est un peu plus lent, quoi. Et moi, c'est vrai que j'aime bien dessiner les objets de telle sorte que on a l'impression qu'ils sont encore en train de se développer et que si on viendrait 10 ans plus tard, ils auraient peut-être grandi, ils auraient peut-être bougé un peu comme un être vivant, quel qu'il soit. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose qui est assez importante et qui est assez proche de la nature dans ce sens-là. Mais c'est vrai que sur les objets, il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a à la fois cette dimension d'objet qui nous raconte une nature parfois idéalisée, parfois rêvée, parfois fantasmée, parfois absolument réelle. Et puis que très souvent, je vais
faire cohabiter ou se rencontrer avec des choses qui, au contraire, vont être très géométriques et qui sont pour moi un peu toute la dimension plus humaine, plus rationnelle, qui a toujours cette tentation, parfois absurde, à vouloir tout simplifier, rationaliser, standardiser. Et j'aime bien effectivement, ensuite, ça c'est plus des considérations, je dirais, esthétiques, mais qui est cette cohabitation entre, ou en tout cas cette confrontation entre des choses qui seraient absolument... Quand tu évoques ce travail sur le marbre et les vagues, et ça parle de technologie, parce qu'en fait, moi, l'idée, c'était que j'ai passé beaucoup de temps, mais comme beaucoup de monde, à regarder la mer, l'océan, étant beaucoup plus jeune, et en me disant, finalement, c'est un des rares moments dans ma vie où je me dis que je suis au bon moment, au bon endroit. C'est un des rares moments où j'ai pas besoin de parler, où j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai même pas vraiment besoin de me souvenir. J'ai juste, me dit, je suis ici, là, maintenant, et je suis vivant. Ouais, ce qui est déjà pas mal, hein, en soi. C'est déjà un bon petit miracle. Et du coup, j'avais cette envie depuis longtemps de se dire, mais est-ce qu'on peut retrouver cette même sensation de, quelle que soit la façon dont on l'appelle, de plénitude ou je sais pas quoi, en tout cas d'être là et vivant, loin de l'océan. Et donc, on est passé par tout un tas de systèmes, de logiciels, de technologies, pour le coup, assez complexes, pour reproduire de façon absolument réelle la géométrie exacte de ce qui se produit à la surface d'une mer et d'un océan. Et de faire en sorte que cette surface, ce relief, cette brillance, elle va être dans du marbre. Donc c'est le marbre qui ensuite est usiné, sculpté, poli, etc. pour retrouver exactement les mêmes sensations. Mais si tu prends cette pièce-là, et si tu l'as en tête, à la fin, les formes, j'en fais des rectangles, ou j'en fais des ronds parfaits, comme si j'avais carotté un morceau d'océan, alors qu'une mer et un océan, si on regardait ses frontières, a priori, c'est des choses plus organiques, pour le coup. C'est la côte, c'est le littoral, etc. Et donc, voilà, j'aime ce mélange entre les deux, d'une sorte de nature qui ne veut pas se laisser dompter, et d'un humain qui ne veut jamais faire autre chose que dompter. Donc cette espèce de lutte permanente, j'ai pas encore trouvé qu'est-ce qui va gagner. J'ai quelques envies, mais voilà, oui, ça c'est une chose qui m'intéresse, c'est vrai. Parfait. Merci beaucoup Mathieu, c'est hyper intéressant. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. À quoi je veux ouvrir et où claquer la porte, écoute, moi, depuis... pas depuis que je suis né, mais peut-être depuis que je suis sorti de l'école, ou peut-être un peu avant, j'ai claqué la porte à toute forme de retraite. Ma retraite, je parle de sujet tout à fait contemporain. D'abord parce que nos statuts ne nous permettent pas véritablement d'avoir des retraites au sens très administratif ou financier du terme, mais surtout que je n'ai jamais rien admiré de plus que des créateurs, quels qu'ils soient, des musiciens, des peintres, des sculpteurs, des designers, des architectes, qui n'ont jamais voulu s'arrêter. Et qui, jusqu'à leur dernier souffle, et quelle que soit ensuite l'intensité de leur vent d'inspiration, qu'ils étaient bons à un moment, moins bons à un autre, on s'en fiche finalement, mais je trouve absolument admirable cette envie de faire jusqu'au bout, et même si à la fin la main elle tremble et le crayon il fait pas une forme tout à fait harmonieuse, mais voilà, cette espèce de force de vie qui va jusqu'au dernier souffle. Je vais participer, voilà. Je vais participer à ce monde et vous en ferez ce que vous voudrez, mais voilà. Ça fait un peu penser à Soulage, tu vois, qui est parti il y a très peu de temps. Hein. Ouais, mais il y a quelques personnes comme ça et rare, parce qu'évidemment c'est difficile, et si vous êtes capable de le faire jusqu'à votre dernier souffle, et même la main tremblante, et sans une once d'aigreur, alors là, moi, c'est mon rêve. C'est aller jusqu'au bout et sans une once d'aigreur, et de regarder tous mes remplaçants, etc., en disant qu'ils sont forts, ils sont tellement brillants, et voilà. Donc je me focus là-dessus. Parfait. Pas de retraite, pas d'aigreur. Parfait, merci beaucoup Mathieu. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez.
Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.